Bonjour, tout au long de cette semaine de la santé durable, nous avons choisi de discuter avec des représentants et des représentantes de différents milieux ayant un impact sur la santé de la population et la réduction de la maladie. Alors, trop de médicaments, c'est comme pas assez. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Camille Gagnon, qui est docteure en pharmacie et directrice adjointe du Réseau canadien pour l'usage approprié des médicaments et la déprescription. Nous aurons l'occasion en fait de comprendre les impacts humains, financiers et environnementaux de la surprescription de médicaments et de même que les bénéfices à faire d'un meilleur usage en fait de ces produits. Alors Camille, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Mais ça va bien, puis c'est nous qui vous remercions pour cette invitation. Ben, je suis très, très intéressé en fait par cette conversation-là, plus particulièrement dans le débat qui est en train d'arriver actuellement en fait sur le système de maladie et sur le système de santé plus particulièrement. Mais avant d'arriver en fait dans le vif du sujet, pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de vous connaître, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre cheminement et ce que vous faites présentement en fait? Oui, tout à fait. Donc, personnellement, moi, je suis une pharmacienne, puis j'ai travaillé dans différents milieux avant de joindre le réseau. Mais ce que je pouvais voir dans ma pratique au quotidien, c'était que les médicaments en tant que tels, ça apportait beaucoup de bienfaits, de bénéfices aux patients qui les prenaient. Je voyais l'importance, puis l'aspect positif de la chose, mais je voyais aussi l'impact que pouvaient avoir les médicaments à long terme chez les patients, l'accumulation, puis ce qu'on pouvait appeler au final un fardeau pour le patient. Un Mhm. fardeau de gestion, un fardeau économique dans certains cas, un fardeau des effets indésirables, des effets que le patient devait avoir à gérer au quotidien. Donc, c'est ce qui m'a amené au fur et à mesure à me demander, bon, comment est-ce qu'on pourrait améliorer la chose? Puis, je me suis impliquée et j'ai joint ce groupe-là. Puis, le Réseau canadien pour l'usage approprié des médicaments et la déprescription, ou le RECAD pour les intimes, c'est plus facile. Notre objectif, vraiment, c'est de réduire les effets néfastes des médicaments, particulièrement dans la population âgée, mais vraiment autant ouvrir nos horizons, puis de plus en plus l'ouvrir à tous, parce que tout le monde peut être sujet aux effets néfastes des médicaments. Puis ça, c'est une grande part de notre travail. Et améliorer l'accès aux alternatives qui sont démontrées efficaces aux médicaments qui, dans certains cas, ne sont pas la meilleure approche ou l'approche la plus efficace pour les patients. Et donc, c'est pour ça qu'on met de l'avant les solutions aux problèmes de surutilisation des médicaments. Et une d'entre elles, bien, c'est la déprescription. Alors justement, la déprescription, c'est quoi? Moi, j'ai du mal à le dire, comme vous pouvez voir là. C'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, justement, en fait, et qu'on devrait Non. utiliser davantage. C'est la raison pour laquelle on est ensemble aujourd'hui. Alors, parlez-nous-en davantage. Oui, bien, vous n'êtes pas le seul. Quand on a fait un sondage il y a quelques années, c'était à peu près 7 à 8 des gens qui avaient déjà entendu ce terme. Et on travaille à le faire connaître, c'est sûr. La déprescription, simplement dit, c'est l'inverse, c'est l'opposé de la prescription. Quand on le définit scientifiquement, on va dire que c'est la réduction de dose ou l'arrêt d'un médicament. Ça peut être un ou l'autre, le tout en collaboration avec un professionnel de la santé. Donc, la déprescription dans l'ensemble ne se fait pas tout seul dans son coin sans parler. C'est un peu ça qu'on met de l'avant aussi. C'est que ça se fait en équipe, tout comme la prescription de médicaments se fait en collaboration. Donc, c'est comme ça qu'on le présente. Puis justement, vous avez parlé de plusieurs impacts de l'utilisation trop importante hein, de médicaments. Ouais. Quels sont les impacts? Est-ce que vous avez plusieurs exemples en fait justement à nous citer pour les personnes qui sont peu familières en fait avec ces concepts-là? Oui, tout à fait. Donc, le fait de prendre des médicaments, oui, ça a un impact sur la condition qu'on traite, mais souvent, ça peut avoir des impacts auxquels on ne s'attend pas ou qui peuvent être attendus, mais avec lesquels on doit vivre, des effets indésirables. Puis, on note que l'utilisation de médicaments, plus on augmente en nombre, particulièrement dans la population âgée, qui est plus à risque d'effets indésirables des médicaments, on augmente le risque de choses comme les chutes, les fractures, les problèmes de mémoire, ça peut mener à une perte d'autonomie, ça peut mener à des hospitalisations. Il y avait des données qui démontraient qu'une personne sur 10 qui se retrouvait à l'hôpital chez les aînés, en fait, c'était causé par un effet indésirable des médicaments. Donc, ce n'est pas anodin. Tout ça, ces conséquences-là, on appelle ça les conséquences de la polypharmacie. Ou alors, on l'utilise de plus en plus d'une façon un peu plus vulgarisée de le dire, ce serait la surcharge de médicaments. La surcharge de médicaments mène à des conséquences importantes, particulièrement dans la population âgée, mais je le dis aussi, ça peut avoir un impact chez les personnes plus jeunes aussi. C'est avec en plus le vieillissement de la population au Québec,
c'est d'autant plus grave parce qu'on parle d'une personne sur 10, comme vous le dites. Ce chiffre-là, en fait, pourrait grimper, en fait, avec l'augmentation du nombre de personnes âgées. Euh, c'est préoccupant, c'est vraiment préoccupant, hein. C'est C'est quoi l'origine, justement, en fait, de cette surprescription ou alors de cette surconsommation de médicaments, plus particulièrement au Québec? Ça a été étudié sous différents angles. On peut d'abord dire que il y a beaucoup d'études qui vont regarder les conditions médicales en silo. Alors, si vous avez le diabète, par exemple, le professionnel de la santé va pouvoir regarder des lignes directrices qui vont dire comment bien traiter le diabète comme tel, selon différentes caractéristiques. Et vous avez de l'ostéoporose, il y aura aussi des lignes directrices pour ça. Vous avez un trouble caractérisé de dépression, même chose, et ainsi de suite. Mais toutes ces lignes directrices, elles, ne considèrent pas généralement l'aspect important qui est qu'un patient, mais ça a plus qu'une condition. Et souvent, on ne regarde pas le tout dans l'ensemble. Donc, en tant que bon professionnel de la santé, on se dit, ben moi, je dois suivre les lignes directrices A, B, C et D pour mon patient qui est devant moi. Mais est-ce que ces lignes directrices ont réellement considéré l'ensemble de la chose? Souvent, il y a des manquements à ce niveau-là. Ensuite de ça, on se met du côté du patient. Le patient, quand il va chez le médecin, puis il y a un problème, il y a une attente. On est ici dans un processus qui doit éviter d'être transactionnel, hein. On va chez le médecin avec un objectif en tête, puis on peut se dire parfois, il y a des choses qu'on n'a pas réussi notre objectif si on ne sort pas sans ordonnance. Il faut changer cette mentalité parce que souvent, pour plusieurs conditions, la meilleure solution, ce n'est pas le médicament. Surtout pas en première ligne où on n'a peut-être pas essayé d'autres approches qui peuvent être des changements dans les habitudes de vie, prescription sociale, hein, ça grandit ce mouvement-là comme tel, de juste augmenter l'implication sociale dans la société ou les liens sociaux entre les gens. Il y a plein d'exemples comme ça dont on pourra parler. Donc, nos attentes en tant que patients, la pression sur les professionnels de la santé de traiter selon les lignes directrices. Évidemment, tout ça, ça fait que dans l'ensemble, il peut y avoir aussi un manque de temps dans les rendez-vous médicaux qui font que la solution facile et accessible, quand on a 10 minutes avec le médecin, on peut parler juste d'un problème de santé, bien, malheureusement, ça peut être ce qui arrive le plus vite. Ouais, régler rapidement Régler un rapidement. problème qui peut paraître simple alors qu'on est dans quelque chose qui est beaucoup plus complexe. C'est très intéressant parce que ça va beaucoup dans la conversation qu'on a actuellement en fait sur le partage des données ou alors Oui, justement sur les données des patients, plus particulièrement au Québec avec la loi 3 qui justement a été adoptée oui, dernièrement. Euh, il y a aussi en fait cette grosse question en fait sur la prescription sociale. Alors là, on a parlé de muséothérapie avec justement en fait des prescriptions muséales. Maintenant, il y a des prescriptions nature aussi qui ont été oui, faites tout à fait. dernièrement, qui sont vraiment en fait dans l'autre spectre, hein, qui sont la prescription positive, on dirait d'une certaine manière, Oui. alors que justement on est sur de la surprescription en fait à d'autres niveaux. Euh, Camille, pour terminer en fait ce court échange-là, parce que votre temps est précieux, la question en fait que j'aurais, c'est qu'est-ce qu'on doit faire de notre côté au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, au cours des prochaines années, pour justement faire en sorte que euh, on s'occupe davantage en fait de la qualité de vie de la population et puis qu'on arrive justement à réduire le nombre de malades au Québec, selon vous, hein, bien sûr. La première chose à faire, c'est qu'on doit arrêter de regarder les enveloppes budgétaires. Ça peut sembler très gros au niveau, mais c'est réellement ça qui est souvent à la source du problème. On va regarder les enveloppes budgétaires pour la santé de manière, encore une fois, en silo. Alors, on a les enveloppes médicaments, on a les enveloppes autres services comme telles. Mais ces enveloppes-là vous avez besoin d'un service de santé pour vos problèmes de santé mentale et vous allez avoir besoin d'un service, que ce soit un ou l'autre ou les deux, mais il faut arrêter de les voir comme étant non connectés comme tels. Et donc, on doit améliorer l'accès aux approches telles que la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, pour réduire les prescriptions de somnifères. On doit améliorer l'accès à la physiothérapie pour réduire les prescriptions d'opioïdes qui sont inappropriées. Et ainsi de suite. Il y a plein d'exemples comme ça. On doit améliorer l'accès à des nutritionnistes pour réduire les prescriptions d'inhibiteurs de pompe à protons, des médicaments pour le reflux gastrique, que près de 30% des aînés prennent à long terme.
probablement dans plusieurs cas, sans indication réelle. Ce sont quelques exemples qui montrent à quel point il y a des connexions claires entre ces deux, disons, les services de santé préventive ou plutôt qu'on décrirait autres et les médicaments. Mais souvent, les personnes qui travaillent dans le domaine du médicament vont regarder comment réduire les coûts, mais d'un aspect seulement médicament, alors qu'ils n'ont pas d'impact sur les autres approches. Donc, d'où l'importance de regarder vraiment le tout dans l'ensemble. Et puis, ça a un énorme coût. Donc, les médicaments que l'on sait, que l'on reconnaît comme étant potentiellement inappropriés chez les aînés, c'est des milliards de dollars à chaque année qu'on dépense au Canada. Donc, cet argent-là, si on ne le dépense pas sur des médicaments qui peuvent causer des effets néfastes et nuire au final à la population, si on pouvait, à la place, quand monsieur ou madame X se présente chez le médecin, lui dire, mais sais-tu quoi, tu as mal au dos, etc. Avant d'essayer ce médicament-là, essayons la physiothérapie, mais je sais que souvent les personnes n'ont pas accès à cette autre approche et donc on est comme limité. Ça viendrait résoudre une grande part des problèmes. Puis, la sensibilisation du grand public à ça, puis on est là aujourd'hui pour en parler. Donc, on fait notre part, puis vous la faites aussi, et former les professionnels. Vraiment, c'est que pour que les professionnels se sentent à l'aise de réviser la médication. Nous, ce qu'on met de l'avant, c'est que ce soit fait vraiment régulièrement, particulièrement chez les gens qui prennent, au-delà de, disons, 5 médicaments, mais vraiment que ce soit fait annuellement, minimalement pour toute personne qui prend un médicament. Est-ce que j'ai toujours besoin de ce médicament? J'ai changé, peut-être que ma médication doit refléter ça aussi avec le temps, même si il y a 15 ans, je prenais cette médication-là, elle est peut-être plus appropriée aujourd'hui. Oui, et puis en plus, avec l'évolution des technologies, il y a énormément de choses qui peuvent changer également. La science évolue constamment aussi. Enfin bon, il y a tellement de choses qui feront en sorte que justement au niveau de ces prescriptions-là, il y aurait des changements à faire. Camille, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup pour cette incroyable expertise. C'est la première fois en fait en 3 éditions qu'on parle justement des prescriptions en fait au niveau de la semaine de la santé durable. C'est un élément qui va être très certainement majeur au cours des prochains mois, au cours des prochaines années pour, comme vous le dites, alléger pardon, en fait, le fardeau économique qui est causé par l'achat et la dépense en fait en matière de médicaments pour être potentiellement aussi transféré vers d'autres services qui sont beaucoup plus intéressants pour la qualité de vie en fait de ces personnes-là, pour la prévention, pour la promotion, pour la sensibilisation de ces personnes-là. Il y a un changement, une transition à faire progressive qui va se faire certainement au cours des prochaines années. Je pense que c'est le début d'une grande conversation, Camille, et puis j'ai l'impression en fait qu'on aura la chance de se reparler très prochainement, si je me trompe pas. Oui, puis juste pour conclure, puis je pense que Oui. je vais juste indiquer que ce qu'on voit de plus en plus aussi, c'est l'aspect environnemental que j'ai pas eu le temps d'aborder. Mais juste pour conclure, c'est ce qu'on découvre, c'est que en milieu de soins primaires, donc en médecine familiale, ce qu'on découvre, c'est que le médicament en tant que tel, la chaîne d'approvisionnement, c'est 50% à peu près des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a un impact environnemental aux médicaments en plus de tout ce dont on vient de parler. Donc, si on a tout ça en tête, puis qu'on met ça de l'avant, on est gagnant pour la santé des individus, des collectivités et pour l'environnement dans le sens plus général aussi. Donc, je vous Ouais. remercie. Puis, comme vous dites, c'est le début d'une discussion Ben, c'est certain. Puis va continuer. on termine ça bien parce que justement, il y a une autre vidéo une autre captation qui a été faite avec Laurent Sauvé-Lévesque, qui est la responsable en fait du projet du réseau d'action sur la santé durable du Québec, Ah, qui porte sur excellent. la carboneutralité du système de santé. Donc, on invite les personnes justement à faire les liens. Camille, on se reparle très prochainement. Merci à nouveau pour votre temps et pour votre passion. C'est de ça qu'on a besoin. On invite toutes les personnes à aller directement sur le site internet de la SPQ, sommetsantédurable.ca, enfin semaine-santé-durable.ca, pour justement avoir plus d'informations par rapport à l'ensemble de la programmation. Merci à nouveau Camille et à très bientôt. Merci, Thomas. Au revoir. Au revoir.